Alors, bienvenue tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Et donc, on passe directement au vif de notre sujet. Je rappelle que on s'est arrêté pendant la séance précédente dans l'axe qui concerne les principes directeurs de la procédure pénale. Et on a entamé l'étude du principe, après avoir fini l'étude du principe de la séparation des pouvoirs et d'autres principes qui concernent le procès en général, le déroulement, le fonctionnement des juridictions et aussi le déroulement du procès. On est passé à l'étude après des principes directeurs concernant les justiciables. Et on a commencé par le principe de la présomption d'innocence. On a cité, on a lu le contenu et la disposition de l'article 1er du Code de procédure pénale qui comporte ce principe. Et on a expliqué que veut dire le législateur à travers cette disposition se trouvant dans l'article 1er. Tout suspecté ou bien prévenu et accusé est considéré innocent jusqu'à ce que sa condamnation soit établie à travers une décision ayant acquis la force de la chose jugée, c'est-à-dire une décision définitive, qu'elle soit. Donc, on entend par décision, bien sûr, l'arrêt et le jugement. Donc, al-hukm ou al-qara. Et donc, il faut, à côté, et donc, en respectant cette présomption d'innocence, il faut aussi, pour bien la respecter, il faut garantir assurer les garanties du procès équitable. Donc voilà rapidement le contenu de l'article 1er du Code de la procédure pénale. On a expliqué qu'est-ce qu'on entend par la présomption d'innocence, quel est l'étendue de la présomption d'innocence. Et on est arrêté on a oublié de citer, bien sûr, les sources internationales de ce principe. Je rappelle que, bien sûr, le législateur marocain a ratifié et a adhéré à plusieurs conventions internationales. Et donc, suite à la ratification des dispositions de ce que stipulent ces conventions internationales, le Maroc, bien sûr, a établi pour la première fois et a proclamé légalement sur le plan législatif pour la première fois depuis l'année 2003 avec la loi 2201 formant code de procédure pénale et qui est courante jusqu'à maintenant, qui continue à être mise en application. Et donc, parmi ces conventions qui appellent les législations à assurer cette présomption d'innocence pour tous les justiciables et auxquelles le Maroc a adhéré, on trouve bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, et l'article 11-1 de cette déclaration stipule bien sûr que toute personne, qu'elle soit suspectée ou accusée, doit être considérée, doit être traitée comme
comme innocente jusqu'à ce que l'on établit sa donc condamnation par une décision finale ou bien une décision définitive, notamment une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Aussi, on a l'article 9 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen français, qui est adopté après la Révolution française en 1788. L'article 9 de cette déclaration parle de la présomption d'innocence. On a aussi l'article 14 du Pacte des Nations Unies sur, bien sûr, les droits civils et politiques. On a donc sur le territoire européen en général, dans le continent européen, on a l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, ce sont des sources internationales concernant le principe de la présomption d'innocence. Chez nous, donc, et comme source nationale, on trouve principalement et pour la première la Constitution marocaine adopte et solennellement cette présomption d'innocence à travers l'article 23 de la Constitution qui donc stipule la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sans garantie. On a aussi, bien sûr, le code de la procédure pénale. Ce principe est donc prononcé par l'article 1er du code de procédure pénale dont on vient de parler. Voilà donc les sources internationales et nationales de ce principe. On a dit aussi que la consécration de ce principe donne des effets, d'accord, conduit et entraîne des résultats. Donc, principalement deux résultats essentiels. La première, c'est concerne la charge de la preuve. À qui appartient la charge d'apporter les preuves de condamnation? Donc, il appartient, selon en appliquant les dispositions de l'article 1er, il appartient bien sûr à la partie poursuivante. C'est comme c'est le cas en procédure civile. Celui qui poursuit est obligé d'apporter les preuves, d'accord? C'est à lui qu'il appartient d'apporter les preuves. Eh bien, c'est la même chose qui existe en procédure pénale. Donc, c'est la partie poursuivante qui doit supporter cette charge de preuve. C'est-à-dire, c'est elle qui doit apporter l'épreuve des condamnations et des poursuites, bien sûr, pour renforcer, bien sûr, les poursuites engagées. D'accord? Donc, spécialement, et principalement, dans la plupart des cas, c'est au ministère public qu'il appartient, bien sûr, d'apporter et de supporter la charge de la preuve. Sauf les cas exceptionnels, bien donc dont dispose la loi. On a aussi une autre conséquence, à savoir et qui est liée au doute. Donc le doute, tout doute donc concernant la condamnation doit être expliqué positivement, c'est-à-dire en faveur de la personne poursuivie. Donc, et lorsque l'accusation, celui qui accuse, le ministère public, bien sûr, n'arrive pas à apporter et à démontrer, bien sûr, démontrer de façon suffisante et à convaincre la juridiction, c'est-à-dire la cour, la juridiction de fond, de culpabilité de cette personne accusée, eh bien, donc, c'est le juge, en application du principe de l'intime conviction,
il doit prononcer, comme on vient de dire lors de la séance précédente, l'acquittement, al-bara'a, d'accord? Pourquoi? Parce que cette personne poursuivie, elle est présumée. Donc, c'est une présomption qui l'accompagne durant tout au long du procès pénal, d'accord? Donc, on a une citation, une expression latine qui représente ça, in dubio pro reo, in dubio pro reo. Donc, cela veut dire que le doute profite, bien sûr, à la personne accusée. Si on n'arrive pas à 100% en ce qui concerne le fait de prouver la condamnation, eh bien, le juge doit prononcer l'acquittement. D'accord? Le législateur marocain a pris plusieurs dispositions, pour renforcer ce principe. Donc, il ne suffit pas de le prononcer, de le déclarer et de le proclamer, mais il faut aussi l'appliquer. Eh bien, l'application de ce principe de présomption d'innocence se voit à travers les dispositions concernant toutes les parties et les étapes du procès pénal. Commençons par la phase donc préliminaire, c'est-à-dire la phase de l'enquête, et aussi la phase de l'instruction, en passant par la phase de l'instruction et en arrivant à la phase du jugement. Donc, au cours de ces trois phases, jusqu'à ce que l'on obtient un jugement, une décision ayant acquis la force de la chose jugée, le législateur marocain, pour donc consacrer ce principe et pour donc maintenir cet état, c'est-à-dire cette situation à savoir que la partie poursuivie est considérée comme étant innocente jusqu'à ce qu'on l'établisse, ou bien jusqu'à ce qu'on renverse cette situation, c'est-à-dire l'innocence. Donc, le législateur a pris plusieurs dispositions. Donc, on peut citer quelques dispositions que vous avez dans le polycopier. Certaines dispositions sont liées à la privation de liberté, puisque tout accusé ou bien tout prévenu est considéré innocent jusqu'à ce qu'on établisse sa condamnation de façon définitive. Eh bien, toutes les mesures visant à réduire la liberté de la personne, donc, et apporter des limites à la liberté de cette personne poursuivie, eh bien, elles sont considérées comme des mesures exceptionnelles. C'est-à-dire, c'est la nécessité de procédures qui ont poussé le législateur à prendre ces mesures. Sinon, donc en principe, toute personne qui est considérée innocente, on ne doit pas porter atteinte à sa liberté et la réduire par n'importe quel moyen. Mais des nécessités de procédures ont donc entraîné et ont conduit le législateur à prendre des mesures qui portent atteinte à la liberté de la personne poursuivie et donc du suspecté, mais on doit les considérer comme des mesures exceptionnelles. Pourquoi? Parce que le fait de les considérer comme des mesures exceptionnelles, cela veut dire que les acteurs de la justice pénale, les intervenants dans ces phases, par exemple pendant la phase préliminaire, c'est-à-dire la phase de l'enquête, qu'il soit l'enquête préliminaire ou bien l'enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire ne doit pas donc mettre la personne en garde à vue que
exceptionnellement, c'est-à-dire c'est pas la règle. Le fait d'arrêter une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne conduit pas automatiquement par l'officier de police judiciaire à le mettre en garde à vue, c'est-à-dire à porter atteinte à sa liberté. Non, il ne faut recourir à ce moyen-là, donc de limitation, si vous voulez, de liberté, que lorsqu'il y a une nécessité, soit pour empêcher le mis en cause de s'enfuir, soit pour le protéger aussi, soit pour empêcher celui-ci de détruire les traces ou tout ce qui se rapporte, les traces et les preuves matérielles se rapportant à l'infraction, et ainsi de suite. Donc, la détention préventive, c'est l'acte qui est accordé au juge d'instruction, l'i'tiqal al-ihtiyati, et aussi le contrôle judiciaire, al-muraqaba al-qada'iyya, ainsi que la garde à vue sont considérés, en application de ce principe de la présomption d'innocence, sont considérés bien sûr comme des mesures exceptionnelles. C'est-à-dire on ne recourt qu'exceptionnellement, que lorsqu'on n'a que ce moyen pour bien sûr arriver ou bien pour découvrir pour collecter des moyens de preuve, et aussi pour arriver pour découvrir bien sûr la vérité. D'accord? On a aussi puisque la garde à vue et la détention préventive sont considérées comme des mesures donc exceptionnelles, eh bien il faut que cette de la mise en garde à vue ou bien la détention préventive soit appliquée dans des circonstances qui respectent la dignité et bien sûr les droits de la personne mise dans ou bien sujet de ces mesures. Aussi, le législateur a accordé ce qu'on appelle le double degré du jugement. Pourquoi? Pour accorder une autre possibilité à la personne jugée en premier ressort, pour bien sûr, s'il n'est pas satisfait, pour porter sa cause devant une autre juridiction afin de l'examiner une autre fois. D'accord? Aussi, en phase préliminaire, on accorde plusieurs droits qui visent bien sûr à renforcer ce principe de présomption d'innocence. À titre d'exemple, le droit au silence, c'est-à-dire le droit de garder le silence pour la personne donc suspectée ou poursuivie. Donc, toute personne suspectée et toute personne poursuivie a bien sûr le droit de garder silence et de ne donner aucune déclaration. Bien sûr, pourquoi? Et parce que ça résulte de l'application du principe de la présomption d'innocence, et aussi on ne peut pas expliquer ce silence que le prévenu choisit comme donc reconnaissance et comme aveu concernant l'infraction au sujet de laquelle il est poursuivi. D'accord? Donc le droit de garder le silence est un droit consacré constitutionnellement par la Constitution et aussi par le Code de procédure pénale, surtout l'article 66 du Code de procédure pénale. Donc,
toute personne donc mise en cause ou bien poursuivie, elle a le droit de garder le silence et de ne pas faire des déclarations. Pourquoi? Parce que il a le droit de ne pas contribuer, bien sûr, à sa propre incrimination. D'accord? Donc, ce sont des droits, bien sûr, qui résultent ou bien qui renforcent ce principe, cette présomption d'innocence et l'objectif escompté à travers la mise en place de ces dispositions, c'est renforcer bien sûr cette présomption d'innocence et aussi protéger les droits de la personne mise en cause ou bien poursuivie, et aussi protéger les droits de l'homme en général et assurer ce qu'on appelle les garanties du procès équitable. Alors, en dépit de ces mesures apportées par le législateur concernant le renforcement de cette présomption, malheureusement, on trouve des limites, des défauts concernant donc la consécration du principe de la présomption d'innocence. En quoi consistent ces limites, c'est-à-dire les limites liées à la consécration du principe de la présomption d'innocence? On trouve malheureusement dans notre législation et dans des législations comparées, d'autres législations, le législateur français, algérien, et ainsi de suite, on trouve ce qu'on appelle les présomptions de condamnation. C'est le contraire, d'accord? Qarinat al-idana, d'accord? On trouve dans le code pénal marocain des articles qui ne consacrent pas la présomption d'innocence, mais qui incarne, disons, le contraire, c'est-à-dire la présomption de condamnation. Par exemple, on trouve dans notre code pénal l'article 529 du code pénal marocain concernant toute personne qui n'arrive pas à justifier donc le caractère et légitimité de l'argent qu'il a concernant son activité, d'accord? S'il n'arrive pas à démontrer la légitimité de ses ressources, bien sûr, qu'on trouve avec lui, eh bien, il sera condamné. C'est-à-dire, c'est à lui que c'est à lui de démontrer le caractère légitime. Si on trouve ces sommes d'argent et ces objets, et des choses qu'il a en possession, des valeurs, des objets qui ne se rapportent pas, qui ne correspondent pas à sa condition donc réelle, c'est-à-dire à ses vrais revenus, d'accord? Eh bien, il sera condamné s'il n'arrive pas à justifier de la légitimité de la provenance de ses ressources. Donc, je vous lis l'article 129 du Code pénal. Alors, il dispose que quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de 10 ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de valeurs, amwal ou qiyam, et objets non en rapport, qui ne sont pas en rapport, qui ne correspondent pas à non en rapport avec sa condition, et ne peut justifier de leur légitimité, de leur légitime provenance. Il est puni de l'emprisonnement d'un an à d'un mois à 6 mois, d'accord? Donc là, cet article, donc, il consacre une présomption de condamnation, pas une présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que le fait de trouver
donc une personne en possession, une personne bien sûr qui est condamnée depuis moins de 10 ans en possession de biens en général, des amwal, qui ne se rapportent pas, qui ne sont pas en accord, qui ne reflètent pas le train de vie, si vous voulez, le train de vie de cette personne, et qui lorsqu'il n'arrive pas à justifier, bien sûr, les sources de la légitimité de ces biens, eh bien, il sera condamné, d'accord? Pour éviter la condamnation, cette personne doit prouver la légitimité de la provenance de ces biens. D'accord? Voilà un exemple de la consécration des présomptions de condamnation qui constituent des limites à l'application et à la consécration, la proclamation juridique du principe de la présomption d'innocence. On a d'autres articles qui consacrent ce type de présomption. On trouve ça, par exemple, en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, d'accord? Le canon ديال مكافحة المخدرات. On trouve aussi ça dans le code douanier. On trouve ça en code de procédural. Par exemple, les PV, les procès-verbaux, surtout les procès-verbaux concernant l'établissement et la constatation des infractions ayant la qualité de délit et de contravention. L'article 292 du code de procédure pénale. Je vais vous lire cet article. Concernant les moyens de preuve, excusez-moi, c'est l'article 290 qui dispose que les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire pour constater les délits et les contraventions font foi. Regardez, ils font foi jusqu'à preuve du contraire par tout moyen de preuve. C'est-à-dire que ce rapport, il constitue une présomption de condamnation jusqu'à ce que la personne concernée par ce procès verbal apporte le contraire. Donc, il démontre le contraire et détruit bien sûr ce qui est mentionné dans ces rapports-là. Donc, si celui-ci n'arrive pas à démontrer le contraire, eh bien, il sera condamné par le juge. Donc, les procès-verbaux qui sont dressés ou bien que les officiers de police établissent pour constater les délits et les contraventions. La même chose pour quelques procès-verbaux concernant des domaines particuliers, donc des domaines bien déterminés. L'article 292 qui dispose que lorsque, au terme d'une loi spéciale, le contenu de certains procès-verbaux et rapports font preuve jusqu'à inscription de faux, يعني إلى غاية الطعن بالزور أو إذا لم يطعن بها فيها بالزور. Le contraire ne peut, à peine de nullité, être admis que par ce moyen. Donc, en général, cet article que dans des domaines donnés, par exemple dans le domaine de la douane, des eaux et forêts et ainsi de suite, donc les officiers de police ou bien les agents
qui sont donc habilités par la loi à rédiger des procès-verbaux concernant les infractions liées à ce domaine-là. Si donc le prévenu, celui ou bien la personne poursuivie, pardon, ce procès, il fait foi jusqu'à quoi? Jusqu'à inscription de faux. C'est-à-dire pour écarter le contenu de ce procès verbal, il faut donc inscrire une action de faux. رفع دعوى الزور يعني الطعن بالزور في هذا le procès verbal. Donc ces deux articles ils consacrent ce qu'on appelle des présomptions. La première présomption, deux types de présomptions. La première présomption, on dit qu'elle est une présomption simple ou bien réfragable, قابلة لإثبات العكس أو لاستبعادها. C'est ce qui se rapporte à l'article au procès, donc cité procès verbal, cité par l'article 290 du Code de procédure pénale. Et on a une présomption irréfragable, c'est-à-dire que la condamnation ici, on ne peut l'écarter ou bien le contenu du procès, on ne peut l'écarter par un seul moyen qui est très très difficile, à savoir l'inscription de faux. يعني الطعن بالزور, et ça paraît très difficile donc de démontrer le faux dans ces procès-verbaux. Donc voilà, ces présomptions constituent des limites bien sûr à l'application et à la consécration du principe de la présomption d'innocence. Mais en général, donc la Cour de droits de l'homme européenne a déclaré que donc ces présomptions, surtout les présomptions réfragables, elles sont acceptables, mais il ne faut pas qu'il soit beaucoup, d'accord? Il faut réduire au maximum ces présomptions. Pourquoi? Pour bien sûr consacrer le principe de la présomption d'innocence, le principe de l'innocence de toute personne suspectée ou poursuivie jusqu'à ce que l'on établisse leur condamnation à travers une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Voilà des exceptions, bien sûr, à la consécration, des limites à la consécration du principe, mais toujours, ça reste le principe directeur de la procédure pénale, puisque ces exceptions ne constituent pas la règle. Ils restent toujours des exceptions et ils constituent un nombre réduit. Ils ne sont pas beaucoup. Et donc, du coup, c'est la nécessité la difficulté d'apporter des preuves liées bien sûr à ces infractions ou bien dans des domaines donnés, par exemple le domaine des actions liées au domaine des eaux et forêts, les infractions liées au domaine de la douane et ainsi de suite. Donc, dans ces infractions, il est difficile d'apporter donc par la partie poursuivante des preuves pour convaincre les juridictions de fond de la condamnation, et donc le législateur, en tenant compte de cette difficulté, il a établi, il a mis en place ces présomptions qui restent limitées. Donc en général, le principe de l'innocence de la partie poursuivie et la partie suspecté reste un principe directeur de toute la procédure pénale, depuis la phase préliminaire du procès, de l'action publique, jusqu'à la phase donc du jugement, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire en général concernant donc ce principe. En plus du principe et à côté du principe de l'innocence, on trouve que le législateur a consacré d'autres principes
directeur, à savoir le principe, bien sûr, ou bien ce qu'on appelle les droits de la défense, d'accord? C'est-à-dire que toute personne poursuivie ou bien suspectée a droit donc d'apporter ou bien de bénéficier de droits de défense établis par le législateur. Donc, ce sont des droits qui ont une valeur constitutionnelle et internationale, c'est-à-dire de source internationale également. Donc, ce sont des garanties, si vous voulez, des prérogatives, des avantages accordés à la personne poursuivie ou bien donc mise en cause, c'est-à-dire suspectée, pour assurer, bien sûr, sa défense dans le procès pénal. On cite à titre d'exemple et rapidement quelques droits. Dans le cadre, on trouve le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à l'accès au dossier de la procédure, le droit d'être informé, bien sûr, il est très étroitement lié au droit de la défense, au droit de garder le silence, c'est le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation. Pourquoi on accuse et on arrête cette personne-là? Il faut l'informer, d'accord? Sinon, on rentre dans ce qu'on appelle l'arbitraire du juge ou bien l'excès donc de pouvoir concernant l'officier de police judiciaire. On a aussi le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la défense, à sa défense, le droit donc au caractère contradictoire de la défense, الطابع التواجهي للمسطرة en général. Il faut donc affronter le prévenu par les parties, la partie poursuivie avec la partie donc poursuivante. Le droit à un interprète, un traducteur, يعني مترجم, lorsque cette personne poursuivie ne connaît pas la langue arabe, qui est la langue de procédure, d'accord, et aussi la langue donc qui est utilisée en période de l'audience, d'accord, dans les débats en général, en période de jugement, et ainsi de suite. Donc voilà des droits qui sont qui sont consacrés et accordés à la défense, c'est-à-dire à la partie poursuivie concernant le procès pénal. On a aussi les droits, le législateur a assuré des droits à la victime, d'accord, la victime de l'infraction, d'accord, quoique elle ne constitue pas une partie donc intégrante concernant le procès ou bien concernant l'action publique, puisque le législateur n'a reconnu à cette victime que donc les prérogatives liées à son action civile, qu'il a engagé pour défendre ses droits civils liés et qui visent à réparer le dommage causé par l'infraction, causé à elle, bien sûr, par l'action. Donc, le législateur a reconnu, notre législateur, le Code de procédure pénale, a reconnu à cette victime plusieurs droits. Premièrement, on va voir cela tout à l'heure, lorsqu'on rentre dans l'axe qui est lié à l'action publique. Le législateur reconnaît à la victime, dans des exceptions, et bien donc et de façon bien déterminée, bien réglementée par le législateur, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, d'accord, par la voie, bien sûr, par le moyen d'une plainte
avec constitution de partie civile ou bien par la citation directe qu'on va expliquer tout à l'heure. On a le droit et la possibilité d'être, le droit d'être assisté, je dis le droit d'être assisté par un avocat, le droit aussi, comme la personne poursuivie, donc d'accéder au dossier de l'instruction, le droit de recours en appel et en cassation, le droit de porter plainte auprès de la police judiciaire ou du ministère public, c'est-à-dire donc toute personne lésée ou bien étant victime d'une infraction a droit de porter plainte et d'apporter cette donc sa cause et aussi l'infraction à laquelle ou bien donc l'infraction commise sur elle, de porter plainte, bien sûr, auprès de la police judiciaire ou bien du ministère public. On a aussi, donc, le législateur marocain a pensé donc à quelques types de victimes, surtout les victimes qui souffrent d'une fragilité, d'accord, notamment les mineurs, victimes de délits vis-à-vis desquels le législateur a consacré les articles 510 et 511 du Code de procédure pénale qui apportent et qui comportent plusieurs donc dispositions visant à donc protéger et soutenir ces victimes-là. Donc voilà quelques droits assurés et garantis par le législateur aux victimes. En général, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne donc les principes directeurs. Donc, on a parlé de la présomption d'innocence ou bien le principe de l'innocence de la partie poursuivie, notamment toute personne suspectée ou bien accusée d'une infraction, d'avoir commis une infraction. On a donc les droits de la victime. En général, tout cela donc s'inscrit dans ce qu'on appelle le procès équitable, al-muhakama al-adila. Le législateur, à travers la consécration de ces droits-là, il vise à donc réaliser un procès, donc à garantir, je dirais plus précisément, à garantir le procès équitable. Donc, un procès équitable est un droit constitutionnel avant qu'il soit un droit juridique. D'accord? Donc, en arrivant à ce point-là, donc on aura fini la partie consacrée au principe directeur de la procédure pénale. Maintenant, on va partir directement et rentrer dans le fond de la séance troisième de ce cours de procédure pénale qui est consacré donc aux actions. Je ne sais pas si je vous ai parlé du plan que ce cours donc il comporte une introduction plus donc une partie consacrée au principe directeur et deux parties. La première partie donc qui va être consacrée aux actions, c'est-à-dire les actions qui naissent de la commission d'une infraction et le déroulement du procès pénal. On va commencer par les actions. Alors, la première partie de ce cours, donc après cette partie préliminaire. Alors, les actions. Donc, vous savez que lorsque une infraction est commise, cette commission de cette infraction donne naissance à deux actions, à savoir une action publique, ou bien on peut l'appeler aussi une action pénale, qui vise à défendre l'intérêt général, et une action civile, et pas souvent, mais lorsqu'il le faut,
d'accord, et selon l'initiative de la partie lésée, donc lorsque le fait et l'acte commis donc cause un dégât et porte atteinte à un intérêt privé, d'accord. Donc vous savez aussi que l'infraction commise porte atteinte premièrement donc à l'intérêt public, l'intérêt général. Elle déstabilise donc cette paix, ce calme qui réside dans la société, qui existe dans la société. Et l'infraction, lorsqu'elle est commise, elle porte atteinte à cette stabilité, à cette paix générale. Du coup, le législateur a mis en place une procédure, disons un mécanisme pour défendre et pour remettre la situation à son état première, d'accord? C'est pour rétablir la situation et défendre l'intérêt général, d'accord? Donc, le législateur protège cet intérêt général par la menace d'une peine, d'accord? Cette liste d'incriminations que vous trouvez dans le code pénal, eh bien, c'est pour protéger l'intérêt général, d'accord? Du coup, l'action qui est mise en mouvement pour protéger, c'est l'action publique, c'est-à-dire pour défendre l'intérêt de la société, d'accord? Mais aussi, donc, l'infraction ne porte pas seulement atteinte à l'intérêt public, l'intérêt général. Elle porte atteinte aussi à un intérêt privé, c'est-à-dire elle cause un dommage à la victime de l'infraction. Et donc, le moyen pour réparer cela, c'est vise à causer à toute la société. Lésé de cette infraction, c'est-à-dire à la victime de cette infraction. Il faut savoir aussi que pas toutes les infractions causent un dommage privé, d'accord? Il y a des infractions qui portent atteinte seulement à l'intérêt général. C'est-à-dire, il n'y a pas de victime. Il y a des infractions qui ne donnent pas, ou bien vis-à-vis desquelles il n'y a pas de victime comme personne, d'accord, comme être humain victime d'une infraction. Je vous donne un exemple, les infractions liées au code de la route, d'accord, les violations donc des règles et des règlements de la route, d'accord, de la circulation. Cela, normalement, il porte atteinte des fois, sauf s'il y a eu un accident de la circulation, mais dans les autres cas, on ne trouve pas une victime. Donc, du coup, l'action civile ne naît pas souvent, ou bien toujours, par une infraction. L'infraction donne toujours naissance d'une action publique, mais des fois aussi, lorsqu'il y a une victime, elle donne naissance d'une action civile. D'accord? Donc, en plus de ces deux actions, on peut dire qu'il résulte bien sûr d'autres actions, surtout l'action administrative, si vous voulez, entre guillemets, parce que on ne peut pas dire comme ça, action, da'wa idariya, puisque cette action, elle est portée devant
une juridiction civile, d'accord? Mais c'est le code de procédure civile qui est appliqué. Mais en général, on peut dire que des fois, l'infraction peut entraîner une discipline, c'est-à-dire une sanction administrative vis-à-vis de l'auteur de cette infraction lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un fonctionnaire public ou bien d'un agent de la fonction publique ou bien du service public. Lorsque cette infraction viole des règles de fonctionnement de l'administration ou bien du service public auquel appartient l'auteur de l'infraction, eh bien, cela donc peut entraîner des sanctions, disons, administratives, d'accord? En plus des résultats liés à l'action, la mise en mouvement de l'action publique et de l'action publique, civile. Donc, après, d'un point de vue historique, on peut dire que l'action civile précédait, donc dans l'histoire, précédait l'existence de l'action publique. On ne parlait de l'action publique que lorsque le ministère public est devenu représentant de la société pour défendre cet intérêt général, c'est-à-dire à travers la naissance de l'État moderne, comme institution moderne représentant la société. D'accord? Comme institution juridique représentant la société. Mais auparavant, dans le passé, donc on trouvait que avec l'existence des procédures qu'on a appelées accusatoires, dont on a parlé au début de ces cours-là, dans la première séance, on trouvait que la personne lésée, c'est à elle qu'appartient la prérogative donc et le droit de mettre en mouvement l'action, mais à travers une action civile qui est portée devant un juge qui a été donc impartial, oui, mais aussi qui dans ce rôle, son rôle a été donc passif, pas comme c'est le cas dans la procédure inquisitoire où le juge joue un rôle positif, d'accord? Mais finalement, donc après, on va voir donc avec l'évolution bien sûr des civilisations, on va voir une fusion entre l'action civile et l'action publique, c'est-à-dire que la victime de l'infraction va mettre ou bien mettait en mouvement les deux, et l'action civile et l'action publique. Il n'y avait pas de distinction entre ces deux types d'infractions. Mais finalement, actuellement, on constate et on parle de ce qu'on appelle la prééminence de l'action publique, c'est-à-dire que c'est l'action publique qui l'emporte en ce qui concerne les infractions commises. Donc, l'infraction donne naissance principalement à une action publique, et en plus de ça, donc accessoirement, on peut parler d'une action civile pour défendre les intérêts privés de la victime. Alors, on va étudier ces deux actions, mais maintenant, on commence par l'action publique. Donc, comme définition, on dira que l'action publique est une procédure, bien sûr, c'est une procédure selon laquelle une juridiction répressive est saisie pour prononcer au nom de la société, bien sûr, des sanctions ou bien des mesures de sûreté contre, ou bien les deux, contre les auteurs d'une infraction, le ou les auteurs de l'infraction. Donc, c'est le moyen de porter, de saisir, c'est le moyen de saisir la juridiction répressive et de porter aussi, bien sûr, donc l'affaire pénale devant cette juridiction.
Cette action publique comporte deux sujets, deux parties. On trouve les sujets, les parties donc qui défendent cette action. On les appelle les sujets donc passifs de l'action publique, c'est-à-dire les sujets défendeurs qui défendent l'action publique et qui répondent de l'action publique. Et on a aussi des sujets donc demandeurs de l'action publique, d'accord? Des sujets qui sont actifs, d'accord? De l'action publique. On va commencer par les sujets passifs ou bien ce qu'on appelle les demandeurs, pardon, les défendeurs de l'action publique. Et donc, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, les personnes physiques ou morales, donc, ou bien l'action publique se porte, elle est mise en mouvement, elle est exercée contre une personne. Mais cette personne peut être soit une personne physique ou bien une personne morale. Donc, les sujets passifs de l'action publique, ce sont les personnes, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. On commence par les personnes physiques. Donc, toute personne étant responsable du trouble social causé par l'infraction, c'est ça ce qu'on entend par personne physique, sujet passif de l'action publique, notamment l'auteur, co-auteur ou complice de l'action publique. Je vais vous lire l'article 3 du Code de procédure pénale qui donc parle de ces sujets actifs de l'action publique. Donc, cet article dispose que l'action publique s'exerce contre l'auteur, ses co-auteurs et ses complices. L'action publique s'exerce contre l'auteur, ses co-auteurs et ses complices. Eh bien, donc, la personne physique peut être qui est sujet passif d'une action publique peut être soit un auteur, lorsqu'il y a une seule personne qui commet l'infraction ou bien qui est responsable de l'infraction. On a aussi, lorsqu'il y a plusieurs personnes ayant commis et exécuté la matérialité, c'est-à-dire les éléments matériels de l'infraction, et les aspects matériels donc de l'infraction. Et dans ce cas-là, on parle du co-auteur. Puis, lorsqu'il y a des personnes qui ont contribué de façon indirecte à la commission de l'infraction, sont participés dans l'exécution de l'infraction. Et dans ce cas-là, on parle de complice. Donc, les sujets passifs, les sujets physiques passifs, c'est-à-dire les personnes contre lesquelles l'action publique est exercée et premièrement mise en mouvement, sont soit l'auteur, soit le co-auteur, soit le complice de l'infraction. Donc, pour mettre en mouvement et pour engager la responsabilité pénale, bien sûr, de ces sujets passif physique de l'action publique, il faut qu'il soit connu. Donc, on peut, bien sûr, on peut demander au juge d'instruction d'informer et d'instruire contre un inconnu, d'accord? On peut porter plainte contre un inconnu, c'est-à-dire lorsque l'auteur de la victime, de l'infraction est inconnu. La victime peut porter plainte et dire que qu'elle n'a pas connu, qu'elle ne connaît pas l'auteur de l'infraction. Mais en ce qui concerne la poursuite, la mise en mouvement, pour mettre en mouvement, faites attention à ce point-là, c'est très délicat, pour mettre en mouvement l'action publique, il faut la mettre en mouvement contre des personnes connues, d'accord? Alors, ces sujets passifs doivent
connu et déterminé. D'accord? On ne peut pas poursuivre un inconnu. D'accord? Mais pour donc l'enquête et pour l'instruction, on peut instruire vis-à-vis d'une infraction, d'accord, au sujet d'une infraction, afin de découvrir, bien sûr, et d'arriver à donc découvrir les auteurs de l'infraction. J'ai dit tout à l'heure que ça n'empêche bien sûr l'ouverture, ça n'empêche pas l'ouverture d'une enquête ou bien d'une instruction contre inconnu. Mais en ce qui concerne la mise en mouvement de l'infraction, on ne peut poursuivre une personne inconnue, d'accord? Il faut que la personne qui est poursuivie doit être connue et déterminée. Donc, on met en mouvement une action ou bien on engage une poursuite contre Monsieur Ahmed ou bien Monsieur ou Mademoiselle Monsieur X ou Y et ainsi de suite. D'accord? Mais l'ouverture de l'enquête et l'instruction peut être comme ça, donc sans déterminer les personnes donc engagées en ce qui concerne cette enquête, cette instruction. Il faut ajouter aussi, ce qui concerne ces sujets passifs de l'action publique, que lorsque on engage une action publique, on met en mouvement une action publique contre un fonctionnaire public ou bien un magistrat, donc un fonctionnaire public ou bien un magistrat ou un agent de l'autorité ou de la force publique, donc cette mise en mouvement de l'infraction, de l'action publique doit être notifiée à ce qu'on appelle l'agent judiciaire du royaume, al-wakil al-qada'i li al-mamlaka. Donc c'est un service qui fait partie du ministère de Finances et donc qui assure la défense des intérêts de l'État vis-à-vis, bien sûr, de ces infractions commises par un fonctionnaire ou bien un agent de l'autorité ou bien de la force publique. D'accord? C'est l'article 37 donc alinéa 3 du Code de procédure pénale qui dispose de ça. D'accord? Selon le principe de la personnalité, de la responsabilité pénale et de la sanction, مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية العقوبة, vous l'avez connu en droit pénal général, donc la responsabilité pénale, elle est personnelle, c'est-à-dire on ne peut engager que la responsabilité de celui qui est donc qui a commis l'infraction. Donc, ces ayants droit, par exemple, ces héritiers ne peuvent pas être tenus responsables de l'acte et répondre de l'acte commis par leur celui qui duquel ils ont hérité ce patrimoine, d'accord? Donc cela c'est l'article 4 du Code de procédure pénale qui dispose que l'action publique s'éteint lorsque la personne est décédée. تسقط العمومية بموت الشخص المتابع. Donc cela aussi explique que l'action publique elle est personnelle, d'accord? Donc on ne peut pas engager, contrairement à l'action civile, on ne peut pas engager une action publique contre les héritiers, d'accord, les héritiers de l'auteur de l'infraction. Pourquoi? Bien sûr, on a dit que premièrement, la responsabilité elle est personnelle, la responsabilité pénale, et la sanction elle est donc personnelle, et aussi parce que l'action publique s'éteint par la mort de la personne poursuivie. Donc les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Donc les sujets actifs de la procédure, de l'action publique.
Vous pouvez activer vos micros si vous voulez. Vous pouvez parler. Vous avez des questions? Je ne trouve aucune réaction, donc, de votre part. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes fatigué? Moi aussi, j'en suis. Je suis fatigué, moi aussi. Est-ce que c'est l'effet du ftour? Le betnato, tudhibul fitna, en arabe. C'est Hakim. Oui, monsieur, seulement pour la mission de l'agent judiciaire du royaume. Quelle est la mission fondamentale de cet agent? Est-ce que seulement recevoir la notification de la poursuite? Oui, il a d'autres missions. Comment? Est-ce que l'agent judiciaire du royaume a d'autres missions que de recevoir la notification de la poursuite? Oui, très bien. C'est une très bonne question. Eh bien, cet agent comment on l'appelle, l'agent judiciaire du royaume, il a donc la responsabilité de défendre les intérêts de l'administration auquel appartient les intérêts de l'État concernant, bien sûr, ou bien liés à cette administration auquel appartient l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire lorsque on engage la responsabilité bien sûr, d'un fonctionnaire public. Et donc, on va lui adresser cette notification, bien sûr, pour être au courant. Premièrement, pour être au courant de l'action mise en mouvement contre, ou bien engagée contre ce fonctionnaire public. Et premièrement, j'ai dit pour être au courant de cette action. Deuxièmement, pour défendre. Imaginez, par exemple, si on accuse et on condamne l'auteur, ce fonctionnaire, à payer des amendes, d'accord, selon les dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile. Eh bien, ça peut engager la responsabilité de l'État, c'est-à-dire on peut demander à les fonctionnaires ces amendes, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, la présence on adresse cette notification à l'agent judiciaire du royaume, premièrement pour qu'il soit au courant de cette action portée contre ce fonctionnaire public, et bien sûr pour poursuivre et éventuellement de défendre les intérêts de l'État. Elle peut, si le juge donc condamne, ou bien la juridiction, ou bien la cour condamne l'auteur de l'infraction, et donc il oblige à elle les condamne à des amendes. Elle peut donc revenir sur le fonctionnaire si l'État ou bien cette administration est contrainte à payer à la place de cette personne, de ce fonctionnaire. Elle peut revenir sur ce fonctionnaire pour lui remettre l'argent et la somme d'argent qu'elle a versée comme amende suite à cette condamnation. D'accord? Si on ne lui adresse pas cette notification, si on ne prévient pas cet agent judiciaire, il peut arriver que
un fonctionnaire soit jugé et condamné sans que cela soit porté à la connaissance bien sûr, et sans que les intérêts de l'État que représente ce fonctionnaire ou bien du service public ou bien de l'établissement public que représente ce fonctionnaire soient mis en danger. D'accord? Donc, premièrement, c'est pour être au courant de l'action mise donc en mouvement contre ce fonctionnaire. Deuxièmement, pour défendre l'intérêt de cette institution, de l'État en général, vis-à-vis de cette action engagée contre le fonctionnaire. C'est bon, c'est Hakim. Merci d'avoir. Comment? Monsieur, s'il vous plaît, je vais poser une question. Oui, oui, très bien. Est-ce que l'agent judiciaire du royaume intervient que lorsque un agent, que lorsqu'un fonctionnaire public qui a commis une infraction? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que on a dit que l'agent judiciaire du royaume, il défend les intérêts de l'État. Donc, quand est-ce que c'est les intérêts de l'État ou bien de ses institutions, d'accord? En général, de l'État. Quand est-ce que ces intérêts sont donc menacés? Lorsque on engage une responsabilité pénale d'un fonctionnaire. Alors que pour les personnes ordinaires, donc, il n'y a pas, donc, on ne porte pas donc les intérêts de ces services publics ou bien de ces institutions ne seront pas menacés. Donc, ça se rapporte étroitement à l'agent de l'autorité ou bien de la force publique ou bien du fonctionnaire public. D'accord? Al-Muwaddaf al-Umumi ou Rajul al-Sulta ou la al-Quwa al-Umumiyya. D'accord? Exceptionnellement, d'accord. Donc, uniquement et seulement lorsque l'action est engagée contre ces trois personnes. D'accord? Merci, merci. Je vous en prie. Alors, si vous permettez, je reviens au rapport entre l'action publique et l'action civile. Après qu'on a donc expliqué donc les sujets actifs passifs de l'action publique, c'est-à-dire les sujets contre lesquels l'action publique est portée, d'accord, est engagée. Je dois revenir un petit peu en arrière pour pour approfondir un petit peu la relation, l'étude de la relation entre l'action publique et l'action civile. Donc, on est arrêté et on a donc soulevé la question et le principe de la prééminence de l'action publique sur l'action civile. C'est-à-dire que actuellement, on trouve que la naissance ou bien l'infraction commise donne naissance principalement à l'action publique, mais accessoirement à une action civile si un intérêt privé est bien sûr est atteint. D'accord? Alors, lorsque l'action civile est portée devant un juge civil, en principe, l'action civile, selon les dispositions du Code de procédure civile, l'action civile, elle est portée devant une juridiction civile. Mais exceptionnellement, et en ce qui concerne donc les infractions, cette action peut être portée conjointement avec l'action publique devant une juridiction répressive. D'accord? C'est ce qu'on appelle ad-da'wa al-madaniyya tabi'a. Donc, l'action civile accessoire. D'accord? Et ça n'empêche aussi que donc cette action soit portée devant un juge civil. Donc, on a deux cas. Soit la victime porte son action civile devant la juridiction répressive qui, bien sûr, qui connaît de l'infraction, d'accord, qui tranche du procès, bien qui connaît du procès pénal, soit il peut porter son action devant une juridiction civile
indépendante, bien sûr, de cette juridiction répressive. Et lorsque cette action civile elle est portée devant une juridiction répressive, eh bien, les deux actions seront donc tranchées et étudiées, examinées par, bien sûr, par la juridiction répressive. Mais lorsque cette action civile est portée de façon indépendante de l'action publique devant une juridiction civile ou bien devant un juge civil, eh bien cela nous donne deux résultats. D'accord? Premièrement, il faut, lorsque cette action est portée devant un juge civil, c'est-à-dire indépendamment de l'action publique, il faut que le juge civil saisi de cette action sursoit à statuer tant que l'action publique n'est pas tranchée, d'accord, par un jugement définitif. C'est-à-dire que ce juge civil qui est saisi par la victime ne peut pas statuer concernant cette action qui est portée devant cette juridiction, devant la juridiction auquel il appartient, d'accord? Il faut qu'il attende à ce que la juridiction répressive prenne une décision concernant l'action publique. Et c'est ce qu'on a ce qu'on veut dire par cette expression sursoir à statuer tant que l'action publique n'est pas tranchée par un jugement définitif. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le sursis à statuer. Ou en arabe, al-jina'i ya'qilul madani. C'est-à-dire que le juge civil, lorsque l'action civile est portée devant lui, indépendamment de l'action publique, il doit attendre à ce que donc la juridiction répressive tranche dans l'action publique, en ce qui concerne l'action publique. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, il faut que consiste en le fait que le juge civil ne peut pas méconnaître la solution donnée à l'action publique. C'est ce qu'on appelle l'autorité, le principe de l'autorité de la chose jugée. Je vais vous expliquer ça. C'est ce qu'on appelle en arabe al-jina'i yuqayyid al-madani. On a deux conséquences. Premièrement, al-jina'i yaqil al-madani, c'est-à-dire le sursis à statuer, et on a aussi l'autorité, le principe de l'autorité de la chose jugée. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité de la chose jugée? C'est-à-dire que la décision du juge civil dépend de la décision du juge pénal, d'accord? Ou bien de la cour, ou bien de la juridiction pénale. Si la juridiction prononce l'acquittement concernant cette affaire-là, eh bien le juge civil ne peut pas, lorsque l'action est portée devant lui, ne peut pas prononcer ou bien condamner l'auteur de l'infraction à des amendes en réparation du préjudice causé à la victime. Pourquoi? Parce que la juridiction la juridiction répressive l'a innocenté, d'accord? Donc ce jugement ou bien cette décision prise par la juridiction répressive lie le juge civil, d'accord? Donc on a deux conséquences qui résultent de cette façon ou bien de ce moyen choisi ou bien de cette piste, si vous voulez, choisie par le juge. Qu'est-ce que je suis en train? Moi aussi, je commence à être fatigué. Donc, il y a deux conséquences qui résultent de cette piste choisie par la victime de l'infraction. S'il porte son affaire devant
ou bien l'action, son action civile devant un juge civil, ce juge civil va premièrement attendre que la juridiction répressive prenne une décision concernant l'action publique. Deuxièmement, il ne peut pas méconnaître, c'est-à-dire il ne peut pas prononcer une décision qui est contradictoire avec la décision prise par la juridiction répressive. C'est ce qu'on appelle le principe de l'autorité de la chose jugée. Ces conséquences dépendent de trois conditions. Il faut qu'il y ait donc l'unité de l'affaire, c'est-à-dire il faut que l'action civile et l'action publique portent sur la même affaire, les mêmes parties, la même cause. D'accord? C'est donc lorsqu'il y a même affaire, même partie, même cause, eh bien, on a deux conséquences de cette piste choisie par la victime, à savoir le sursis à statuer, al-jina'i aqil madani, et aussi l'autorité de la chose jugée, c'est ce qu'on appelle qa'idat al-jina'i yuqayyid al-madani, c'est-à-dire que la décision prise par la juridiction répressive dans l'action publique doit lier le juge civil. Et le juge civil ne peut pas prendre une décision contraire et contradictoire avec la décision prise par la juridiction répressive ou pénale. D'accord? Voilà donc un complément que j'ai voulu vous ajouter concernant le rapport entre les deux actions, l'action publique et l'action civile. C'est bon? Donc, je passe maintenant à la deuxième personne qui fait partie de ce qu'on appelle les sujets passifs de l'action publique, à savoir la personne morale. Donc, l'article 127 du code pénal marocain, il consacre la responsabilité pénale la responsabilité pénale de la personne morale, d'accord? Donc cet article, quoique un petit peu confus, ambigu, donc il ne proclame pas de façon claire cette responsabilité, mais on peut la déduire à travers les peines affectées à la reconnaissance de la responsabilité pénale de la personne morale, à savoir les peines pécuniaires, يعني الغرامة أو العقوبات المالية. On ne peut donc condamner une personne morale qu'à des peines pécuniaires, en plus des peines accessoires, عقوبات إضافية, qui se rapportent à la nature de cette personne morale, et aussi des mesures de sûreté, d'accord? Comme bien sûr la fermeture de cette personne morale, d'accord? Il faut aussi distinguer entre, en ce qui concerne cette responsabilité, quoique elle est prononcée par l'article et consacrée par l'article 127 du Code pénal, mais il faut distinguer entre des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public. Si il n'y a pas de problème concernant les personnes morales de droit privé, par exemple des sociétés et aussi des associations, جمعيات و شركات, les personnes morales relevant du droit public, surtout l'État, les collectivités territoriales,
et aussi les établissements publics donc posent donc une question concernant donc la reconnaissance de sa responsabilité pénale par le législateur marocain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune disposition concernant donc premièrement la façon d'exercer l'action contre ces personnes morales et aussi concernant la proclamation de façon donc claire de cette responsabilité pénale. Voilà les sujets donc actifs de l'action, pardon, les sujets passifs de l'action publique, c'est-à-dire les sujets contre lesquels on peut donc engager une poursuite. Il y a deux types. Premièrement, donc je résume. Premièrement, on a les sujets donc les personnes physiques et aussi les personnes morales. Donc toute personne ayant été déclarée soit auteur ou co-auteur ou complice donc ou bien soupçonné d'être donc auteur, co-auteur ou complice d'une infraction qui soit personne physique ou morale, donc là on peut engager une poursuite et mettre en mouvement une action publique contre ces personnes-là. Maintenant, on va passer au sujet actif. On les appelle les demandeurs de l'action publique. D'accord? On a deux types. Donc, l'action publique comporte deux sujets, ou bien deux types, deux parties. La première, c'est donc, dont je viens de parler, c'est les sujets passifs, ou bien ce qu'on appelle les défendeurs de l'action publique. Et la deuxième partie, ce sont donc les demandeurs de l'action publique. C'est ceux qui mettent en mouvement et qui exercent l'action publique. On les appelle aussi les sujets actifs, on les appelle les sujets actifs ou bien les demandeurs de l'action publique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous permettez, je dois m'arrêter là parce que je suis un petit peu fatigué. Et donc, on s'arrête là. La prochaine séance, on abordera l'étude des sujets actifs et on continue dans toujours cet axe concernant donc l'action publique. Après qu'on finisse l'étude des sujets de l'action publique, on va étudier donc un autre donc thème, à savoir donc l'exercice de l'action publique. Et on finira, Inch'Allah, par l'extinction de l'action publique. Puis on passera à l'action civile. Si vous n'avez pas de questions, donc on va se quitter. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Pour moi, non, monsieur. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Oui. C'est bon? D'accord. Alors, je vous souhaite donc bonne fin de soirée, bien sûr. Bonne chance et je vous donne rendez-vous peut-être demain. Demain, Inch'Allah. Demain. Non, pas demain. Demain, c'est quoi? Demain, c'est le samedi. J'aurai une séance avec les étudiants du S4 droit en arabe. D'accord. Donc, peut-être le lundi, Inch'Allah. En tout cas, vous allez recevoir les notifications. Donc, au revoir et bonne soirée. D'accord? Salam alaikum.